Aux commandes de cet avion, il y a eu tour à tour Coste et Joseph Lebris. Ils ont réalisé le premier tour du monde, 1928. Et à Washington, Paul Claudel, représentant la France, les félicite. Par ces images, nous représentons, nous, la longue et brillante carrière diplomatique de Paul Claudel. Mais ce n'est pas de le voir à côté de Roosevelt ou aux côtés de l'ambassadeur d'Allemagne qui comble notre envie d'entendre parler Claudel, mort en 1955, né en 1868. Encore deux images exotiques. Au Japon en 1923. Le temps de dire que Claudel décrivait ainsi les bonsaïs, c'est, disait-il, de la grandeur en pot. Maintenant, écoutons. C'est à Jean Amrouche que Paul Claudel parle de son enfance. Roger Stéphane, dans un portrait souvenir en 1963, avait repris les paroles du maître et Jacques Demeur les avait imagées. Je suis né dans un très vieux village de l'Île-de-France, appartenant à cette région spéciale qu'on appelle le Tardenois. C'est un pays extrêmement austère, un pays où le vent est continuel et où la pluie est beaucoup plus fréquente, je crois, que dans d'autres régions de France. Il n'y a rien de plus sévère, de plus amer, de plus religieux aussi, si je peux dire, dans le sens le plus sévère du mot, que ce village de Villeneuve-sur-Fer. Et quand à la Toussaint on entend les cloches qui sonnent le glas, ce n'est pas précisément des idées de gaieté qu'elles vous font venir. Mon père, quand il s'est marié, était receveur dans l'enregistrement à Ferrand-Tardenois. C'est là qu'il a connu ma mère, fille d'un médecin qui lui-même avait des propriétés terriennes. Mon père et ma mère se disputaient, les enfants se disputaient avec leurs parents et se disputaient beaucoup entre eux. Nous nous disputions énormément, que nous trouvions immensément supérieurs à tout le reste. Dans quelques secondes, vous entendrez Paul Claudel dire « Ma sœur Camille, trouvant qu'elle avait une vocation artistique, virgule, ce qui était malheureusement vrai, je crois qu'il ne faut pas voir là de la dureté seulement, mais la certitude que toute vraie vocation est risquée, peut entraîner à la folie. » Ma sœur Camille, trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste, ce qui est malheureusement vrai, n'est-ce pas? Ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris. Elle a voulu en faire de la sculpture, moi, à ce qui paraît, ayant une vocation d'écrivain, mon autre sœur de musicienne. D'où cette question que pose Pierre Desgroupes à Lecture pour tous sur les dangers de la vocation artistique. Il y a un point dans vos mémoires improvisées sur lequel j'aimerais attirer, si vous le permettez, une seconde aujourd'hui votre attention. C'est celui qui concerne, disons, les dangers de la vocation artistique telle que vous la considérez. Ces dangers ne sont que trop visibles pour moi. J'ai rencontré, comme je vous le disais tout à l'heure, à la rue de Rome, chez Mallarmé, j'ai rencontré Villiers de l'Isle-d'Adam. J'ai, d'autre part, causé avec Verlaine. Et j'ai lu tous ces souvenirs de la vie littéraire dans Baudelaire, dans Gérard de Nerval et de bien d'autres. Et enfin, dans ma propre famille, j'ai eu un exemple terrible en la personne de ma sœur Camille, qui était une femme de génie, d'une beauté et d'un talent extraordinaire, et qui n'a rencontré que le désespoir et finalement la folie. En conséquent, je crois que les vers que Baudelaire, par lesquels Baudelaire a ouvert son livre des Fleurs du Mal, dans lequel il parle de cette malédiction qu'est la vocation littéraire, ne sont malheureusement que trop vrais. Et il ne faut pas s'étonner si les parents d'autrefois en avaient une salutaire terreur. Peut-être que maintenant cette terreur s'est atténuée,
Mais il faut dire que le talent littéraire s'est également atténué. Par conséquent, les deux choses sont devenues plus rares et moins dangereuses. Voici donc les Claudel à Paris en 1882. Paul va au lycée Louis-le-Grand. En 1886, il lit Rimbaud et la nuit de Noël à Notre-Dame, il a la révélation de sa foi. 4 ans plus tard, il écrit Tête d'or. Tête d'or est l'expression d'une crise qui existe, je crois, chez beaucoup de jeunes gens, peut-être même chez la plupart. L'enfant arrivé à la conscience, arrivé à l'âge où ses forces sont développées, étouffe chez lui. Il veut absolument reconquérir son indépendance, son autonomie. De là un besoin de violence, de liberté qui se traduit de manière différente. Chez moi, ce désir était particulièrement violent. Laisse-moi. Tête d'or. Eh bien, il y a plusieurs espèces d'hommes. Les faibles et les forts, les malades et ceux qui se portent bien. J'ai pitié d'eux. Et toi, n'auras-tu pas pitié de moi aussi? Je te le dis comme cette femme quand elle est morte sur le talus de la route. Pourquoi me laisses-tu mourir? Penses-tu que je ne sois pas là? Non, mais va, il ne s'agit pas de cela. Tout est mieux que tu crois, mais dis. Dis. Je te prie que tu ne m'interroges plus. Non, il me faut cependant, mère. Mère, mon frère. Oh, ma nourrice aux côtes cuirassées. Eh bien. Et si tu n'as rien trouvé à me dire à ce dernier moment, eh bien, moi, je vais te dire quelque chose. Et quoi? Il n'a pas été permis que je meure ainsi désespéré. Et maintenant, je suis au-dessus de la douleur. Il n'a plus rien de moi. Tête d'or. Quoi, petit frère? Prends-moi dans tes bras. Et mets-moi sur ton épaule comme une brassée de feuillage. Car je ne tiens plus à rien, je suis comme une branche coupée. Toute peine est passée. Le rai est rompu, je suis libre. C'est la joie qui est dans la dernière heure. Et je suis cette joie même. Tête d'or. Aime-moi donc davantage, car à peine suis-je un homme vivant. Et je suis comme un oiseau qu'on a saisi au vol. Je t'ai pris jalousement la femme que tu aimais, alors que tu aurais été heureux avec elle. Mais il ne fallait pas que tu en aimasses un autre que moi. Oh, toute la tendresse que je porte entre mes mains. Ô poids, ô sacrifice que je tiens entre mes bras comme un mouton dont les pieds sont liés ensemble. T'appellerai-je mon enfant ou mon frère? Oh, mon ami trouvé dans les ténèbres. Voilà donc que tu me quittes et me laisses tout seul. Paris m'étouffait, la vie de famille m'étouffait. Or, je n'avais pas envie de me sauver comme faisait Rimbaud. Je savais que ça ne me mènerait à pas grand-chose. Il fallait par conséquent que je trouve un métier qui soit une ouverture pour moi et qui me donne de l'air. Alors, ce métier-là, tout naturellement, c'était la diplomatie ou une carrière consulaire ou diplomatique. Et alors, je me suis présenté à l'école des langues orientales. Et alors, j'ai trouvé là le directeur, mais qui m'a dit, vous avez 21 ans, pourquoi ne vous présentez-vous pas au grand concours? Alors, je me suis dit, ben, présentons-nous au concours. Et à ma profonde stupéfaction, j'ai été reçu, même reçu le premier. Je suis encore à me demander comment et pourquoi. Voici Claudel entré dans la carrière diplomatique. Il voyage. 93, New York, consul suppléant. 94, Boston. 95, retour en France, départ pour la Chine. Consul à Shanghai, à Fuzhou, à Hankéou.
1899, en Palestine. 1923, devant les ruines de son ambassade à Tokyo. 1928, arrivant à New York, ambassadeur de France aux États-Unis. 1935, fin de la vie diplomatique de Paul Claudel, retrait, repli à Brangue, Isère. On aimerait avoir des documents nombreux capables de faire revivre le théâtre de Paul Claudel. Nous en avons quelques-uns, grâce à celle ou à celui, nous ne savons pas son nom, qui a filmé en excellent amateur des répétitions. Grâce à Jean-Louis Barrault, grâce à Roger Stéphane, qui a su rassembler pour son portrait souvenir documents et témoignages. Le grand bonheur que nous avons reçu de Dieu, c'est la possibilité de travailler. La possibilité de travailler pour lui, de faire quelque chose pour lui, et de nous dire Dieu a eu besoin de nous, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'est l'idée de l'annonce. Quelle est l'idée de l'annonce? L'annonce faite à Marie. C'est Dieu qui a eu besoin de cette Vierge qui était la Sainte Vierge et qui en a obtenu un consentement d'où sont sorties toutes les grandes choses que nous voyons. Et également dans ma pièce, c'est la même chose. Dieu s'est servi de cette Vierge pour obtenir de ce résultat. Et c'est pourquoi ma pièce porte ce titre que tant de gens ont de la peine à comprendre, hein, qui s'appelle L'annonce faite à Marie. Les problèmes que nous avons posés, nous en apportions une solution commune, que ce soit le problème de la respiration, que ce soit pour l'addiction l'importance de la consonne, l'addiction étant la consonne et non pas la voyelle. Beaucoup de gens étirent les voyelles croyant faire de l'addiction, alors que c'est justement dans la sculpture de la consonne que l'on construit une diction, sur l'importance de l'hiatus. Il était pour l'hiatus qui donne une rudesse à l'addiction, qui est l'opinion d'ailleurs de Ronsard, et un effet merveilleusement rude, disait Ronsard, et que ce soit sur le problème de la prosodie, la langue française parlée a des longues et des brèves, que ce soit sur la valeur physiologique charnelle de la parole, avant d'y mettre une idée, la parole qui se raccroche justement au verbe primitif, est une chose physiologique, une chose charnelle, qui touche les êtres, qui frappe les poitrines, ou que ce soit sur le plan du geste, sur le départ du geste dans la colonne vertébrale, et le geste qui s'étend, et je me rappelle, je le vois encore, faisant ce geste, avec on descend le deltoïde, et puis finissant par son doigt, il adorait aller jusqu'au bout de son doigt, qu'on va jusqu'au bout de sa pensée. Et il y avait une rencontre sur tous les problèmes concernant le théâtre, et j'ai rencontré, non pas un homme de lettres, mais j'ai rencontré un artisan de théâtre. Cela venait de ce que Claudel avait vécu beaucoup en Extrême-Orient, et qu'il avait reçu l'influence du théâtre d'Extrême-Orient, qui est du théâtre complet, avec la danse, avec le mime, avec les chants, avec les respirations, les cris, etc. Alors, il y avait donc rencontre par l'Extrême-Orient, on retrouvait Eschyle, on retrouvait Shakespeare, et Claudel était porteur de tout ça à une époque moderne. C'est pour cela que Claudel a été pour moi une nourriture absolument paternelle. Voilà comment nous travaillions, parce que on préparait tout le travail tous les deux. Tous les deux. On jouait la pièce, tous les deux, dans son bureau. Alors on dansait, on était à quatre pattes. Alors c'était des moments, c'est le côté jeune homme de 18 ans. Quand je dis de jeune homme de 18 ans, c'était ça. Parce qu'on nous retrouvait à quatre pattes ou bien tapant sur des tables. On s'amusait comme deux fous, n'est-ce pas? Et puis alors quand on avait bien arrêté le travail, je lui disais, maintenant, je vais travailler avec les acteurs. Parce que il faut mieux... vous allez leur dire des choses qu'ils ne comprendront peut-être pas, et nous, quelquefois, nous avons un langage un peu grossier qui facilite le travail. Alors, il ne venait pas. Et après, quand les répétitions étaient avancées, alors il venait, et on lui déroulait la pièce. Alors, il disait, il faisait ses observations, etc.
Et elles étaient toujours pertinentes. Elles étaient toujours pertinentes et toujours artisanales. Jérusalem est si loin. Le paradis l'est davantage. Mais Dieu, au tabernacle, est avec nous ici même. Mais non pas ce grand trou dans la terre. Quel trou? Qui fit la croix lorsqu'elle fut plantée. Oui, là, je vous arrête. Ce trou est important et il faudrait, si possible, le dessiner aux yeux du public. Vous savez, la définition qu'on donne souvent d'un canon, c'est un trou au cours duquel on a mis du bronze ou de l'acier. Eh bien, il y a plusieurs espèces de trous, ce n'est pas seulement un vide. Ce trou est un abîme qui exerce une attraction. On sait qu'on pourrait peut-être le dessiner aux yeux du public par un mouvement des mains, n'est-ce pas, pour indiquer l'importance qui est là, puisque ce trou est celui de la rédemption, celui où la croix fut plantée et qui continue à attirer l'humanité, et entre autres cette humanité du Moyen-Âge représentée par Anne Vercors. C'était pas du tout, il n'y avait pas du tout de transposition à faire, comme lorsqu'on a un poète, homme de lettres, qui a écrit une pièce littéraire et qui a besoin d'une conversion, n'est-ce pas, en matière théâtrale. Pas du tout. Il voyait théâtre. Il voyait dans les trois dimensions. C'est lui il avait le génie de trouver l'objet catalyseur d'une situation dramatique. Par exemple, dans sa refonte de l'échange, c'est lui qui a trouvé l'histoire de la balançoire. Eh bien, la balançoire était vraiment l'objet symbole. Et c'est autour de cette balançoire que tout se coagulait et toute cette mayonnaise prenait grâce à la présence de la balançoire comme un catalyseur. Mais là, il l'a trouvé dans le travail préparatoire dont vous parliez ou bien pendant les répétitions? Dans le travail préparatoire. Voilà. Et dans les indications d'acteurs, il était tordant. C'est pas vrai, je sais bien que vous ne m'aimez pas. Vous l'avez toujours préféré. Oh, quand vous parlez de votre violaine, c'est du sucre. C'est comme une cerise qu'on suce au moment où l'on va cracher le noyau. Pardon? C'est pas tout à fait ça. Vous savez que l'annonce a été jouée un certain nombre de fois et qu'elle a bénéficié de la collaboration de pas mal de metteurs en scène, entre autres Gémier. Et alors, à ce passage, Gémier m'a fait remarquer qu'il fallait prononcer « fif » à la manière anglaise, comme une cerise qu'on suce, vous voyez. J'en ai fait bénéficier plus tard le partage de midi où on parle d'un rocking chair en sucre. Alors, je trouve que ce TH donne une signification assez amusante à cette expression. Cerise qu'on suce. Ce n'est pas vrai, je sais bien que vous ne m'aimez pas. Vous l'avez toujours préféré. Oh, quand vous parlez de votre violaine, c'est du sucre. C'est comme une cerise qu'on suce au moment où on va cracher le noyau. Mais Marat, la gâche, elle est dure comme le fer. Elle est aigre comme la cesse. Avec ça qu'elle est déjà si belle, votre violaine. Et voilà qu'elle va avoir Convernon à cette heure. Qu'est-ce qu'elle sait faire, l'agnole? Qui est de nous deux qui fait marcher la charrette? Oh non. Non, je crois que M. Claudel veut te dire quelque chose à propos de l'agnole. Oh, faut pas confondre l'agnole, qui est un grand instrument de victoire militaire, à ce qu'on prétend, et l'agnole, qui en langage vulgaire signifie je prends rien. Quand j'étais étudiant, il y avait un omnibus à 3 chevaux qui faisait le trajet entre le jardin des plantes et le square des Batignolles. Et alors les étudiants avaient transformé cette indication jardin des Gnolles, square des Batiplantes. Mais là, il s'agit de l'agnole, bref, qu'est-ce qu'elle sait faire, l'agnole? Avec un O ouvert, oui. Elle se croit comme Saint-Onze-Mille Vierges. Ben là, Saint-Onze-Mille Vierges, il faudrait peut-être introduire un peu l'accent du Tardenois. Dans l'accent du Tardenois, on prononcerait vierge, à supposer qu'il y ait des vierges en Tardenois. Saint-Onze-Mille Vierges. Voilà. Très bien, alors on va reprendre. Il était vraiment, il donnait de très bonnes... Et là, sans être péremptoire, sans être tyrannique, il vous suggérait plutôt qu'il ne... C'était la simplicité même dans le travail. Première de ces petites chansons que j'ai toujours entendu chanter dans mon enfance est Compère Loriot. Compère Loriot, qui mange les cesses et qui laisse le noyau. Ah, oui, c'est ça. Les cesses, ce sont les cerises sauvages. C'est le nom qu'on donne aux cerises sauvages dans mon pays. Et puis, il y a un autre moment dans la pièce, on entend... Marguerite de Paris. Marguerite de Paris, oui. Je vais vous chanter Marguerite de Paris. Marguerite de Paris
Prête-moi tes souliers gris pour aller en paradis. Qui fait beau, qui fait chaud, j'entends le petit oiseau qui fait pi. Voilà. Vous savez ce que vous devriez faire? Ce serait de venir le chanter à la représentation. Vraiment, c'était... vraiment, moi j'ai connu bien Claudel, Gide et Valérie. C'était ma joie. Eh bien, c'est la caractéristique, le dénominateur commun de ces gens-là, c'est la simplicité et le familier. C'était tout à fait simple. Qui sait si je ne gêne pas l'ordre de Dieu en restant à cette place où la nécessité qu'il y avait de moi a cessé? Oh, je sais que tu es un homme inflexible. Tu es toujours jeune et belle pour moi. Et l'amour que j'ai pour ma douce Élisabeth aux cheveux noirs est grand. Eh bien, là, je voudrais que on sente vraiment la tendresse de ces vieilles gens l'un pour l'autre, qu'on voit ce vieil homme qui enlace sa compagne, et que ça se traduise par le bras qui l'enlace et qu'on voit la main apparaître au-dessus de l'épaule. Que le public se rende compte de cette étroite union qui va se traduire tout à l'heure par un oui pathétique. Claudel, à la fin de sa vie, était un peu sourd, je crois. Oui. Est-ce que ça le gênait dans son comportement? Ça l'arrangeait quelquefois quand il ne voulait pas entendre. Mais ça le gênait quelquefois dans son comportement. Par exemple, il y a une anecdote émouvante. Quand nous avions monté l'échange, précisément, il était sur scène. Et on jouait autour de lui. Et la dernière répétition arrive, et on lui dit, maître, il faudrait peut-être que aujourd'hui vous alliez dans la salle parce que nous avons déroulé la pièce et on passe demain. Alors, il nous regarde, il dit, oh, laissez-moi encore parmi vous parce que c'est la dernière fois que je l'entends. Alors, ému, nous l'avons laissé au milieu de la scène et nous avons fait du slalom autour de lui. On a joué l'échange autour de lui. C'est un souvenir qui m'aime beaucoup parce que j'ai encore le souvenir physique de cette présence de mon vieux maître qui était autour de nous. Enfin, plutôt autour duquel nous jouions. Et alors, on avait l'impression que la vie que nous donnions venait de lui et sortait de lui, quoi. Est-ce qu'il était très sûr de son œuvre? Ou au contraire, est-ce que l'espèce d'obscurité dans laquelle il a vécu longtemps, dans laquelle elle est restée longtemps, est-ce que les critiques imbéciles dont il a été victime pendant aussi une autre partie de sa vie l'atteignaient? Il en a souffert beaucoup. Il souffrait beaucoup des critiques. Beaucoup des critiques. Un véritable artiste n'est jamais sûr de son œuvre, mais quand il était devant son œuvre, il était épaté. Épaté, il disait, oh, c'est bon, c'est génial. Il était comme un enfant étonné de voir, comme une chose qui ne lui appartenait pas, et étonné de voir tant de beauté. Et là, c'était un côté absolument charmant. Ça. Claudel arrivant à la Comédie Française pour la première de l'annonce faite à Marie. 5 jours plus tard, le 22 février 1955, une crise cardiaque tue Paul Claudel. Claudel avait dit à des groupes, peu de temps auparavant, autrefois, on attendait la mort d'un écrivain pour interroger les témoins de sa vie, mais il n'y a pas de meilleur témoin que lui-même. Et vous faites bien de venir dès maintenant parce que un peu plus tard, il serait trop tard. André Gillet, en 1950, a réalisé un film sur Paul Claudel. Le voici dans sa totalité.
Eh bien, Paul Claudel, vous revenez de Rome, où vous avez reçu la plus haute consécration que poète catholique eût pu rêver de recevoir. Ce moment vraiment capital de votre vie, nous pouvons le considérer comme le moment suprême. Et de ce point très élevé, je voudrais vous demander si vous accepteriez de jeter un long coup d'œil en arrière et d'évoquer d'abord cet enfant de Villeneuve-sur-Fer que vous fûtes. Je suis né à l'ombre du clocher de Villeneuve, dans une vieille maison qui servait et qui sert encore aujourd'hui de presbytère. Puis nous intégrâmes la petite maison construite par mon grand-oncle, curé du village, qui depuis a servi et sert encore de résidence à des personnes de notre famille. À côté, dans le cimetière et tout contre l'église, dorment, en attendant le jour de la résurrection, 4 générations de mes morts. C'est au son des cloches et à la mélopée des vêpres que j'ai puisé le sens de cette prosodie empruntée aux psaumes qui exaspère tellement les tenants de notre bel alexandrin. Je me revois à la plus haute fourche du vieil arbre dans le vent, enfant balancé parmi les pommes. De là, comme un dieu sur sa tige, spectateur du théâtre du monde, dans une profonde considération, j'étudie le relief et la conformation de la terre, la disposition des pentes et des plans. L'œil fixe comme un corbeau, je dévisage la campagne déployée sous mon perchoir. Rien n'est perdu pour moi. La direction des fumées, la qualité de l'ombre et de la lumière, l'avancement des travaux agricoles, cette voiture qui bouge sur le chemin, les coups de feu des chasseurs. Il y avait aussi les explorations personnelles que je dirigeais du côté de l'horizon, car Villeneuve, bâtie sur une espèce de promontoire, jouit de 4 horizons, tous aussi peuplés pour moi, aussi riches de suggestions et de légendes que ceux de l'Edda. L'horizon du nord est le commencement de cette plaine qui s'en va indéfiniment vers la mer, ouverte alternativement de labours et de moissons, et que peuple sans village au beau nom, Cramail, le grand rosebois, Violaine, Cœur. De ce côté m'appelaient les grandes cathédrales invisibles, Laon, Reims, Soissons. Au premier plan, les vieilles fermes de Combernon et de Bellefontaine. Plus loin, la butte de Géant, de Bruyères et de Sable Blanc avec ses roches fantastiques. Et puis, la vallée de l'Ourcq, la trouée vers Paris, vers le monde, vers la mer, vers l'avenir. Ce que je me rappelle surtout, mon sentiment le plus ancien, c'était le mécontentement de tout ce qui m'entourait. Je crois que c'est là une disposition excellente quand on veut faire de l'art ou de la littérature. Cet enfant mécontent. Mais de quoi était-il mécontent? Probablement un enfant plus ou moins consciemment vit déjà dans l'avenir. Il est certain qu'entre les possibilités virtuelles qu'il sentait en lui et les très médiocres possibilités actuelles qui s'y trouvaient, il y avait un sentiment de contraste et de... Voulez-vous dire que cet enfant se sentait déjà un solitaire? C'est très difficile. Je crois que c'est assez... le mot que vous employez est assez juste, en effet. Un solitaire et un sauvage? C'est ça, oui. Ainsi qu'il se peindra lui-même. Oui. Dans votre fameux Tête d'or. Oui, et il en est toujours resté quelque chose, bien que l'âge est un peu adouci et assagi. Assagi? Oh, je n'en suis pas si sûr. Mais enfin, occupons-nous de l'enfant et de l'adolescent, voulez-vous? Dès mon entrée au lycée Louis-le-Grand, j'avais perdu la foi, qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. La lecture de la vie de Jésus de Renan fournit de nouveaux prétextes à ce changement de conviction que tout d'ailleurs autour de moi facilitait ou encourageait. La première lueur de vérité
me fut donné par la rencontre des livres d'un grand poète à qui je dois une éternelle reconnaissance et qui a eu dans la formation de ma pensée une part prépondérante. Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis quelques mois après, d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. J'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe, puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins au Vêpres. C'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. C'est à ce moment que j'écrivis les premières versions de mes drames, Tête d'or et La Ville. Cet adolescent sauvage qui avait reçu la grâce en 1886, le 25 décembre, à Notre-Dame, et qui avait rencontré Rimbaud dans son œuvre, et qui avait écrit Tête d'or, a eu à se confronter et à lutter contre la ville, contre cette énorme ville de Paris. C'est bien cette ville qu'au fond vous avez représentée comme idéalement dans votre drame, la ville. Oui, oui, c'est bien ça. Eh bien, ce sauvage me paraît avoir été chargé de dynamite, car la ville est un drame terriblement révolutionnaire. Inconsciemment. Inconsciemment révolutionnaire, mais vous pensiez, ou du moins celui qui écrivait la ville, et les personnages qui parlent dans la ville, et particulièrement cet avare qui est pris par la passion de l'absolu, prétendait reconstruire le monde. Je n'irai pas jusque-là, mais il prétendait surtout se débarrasser d'une ambiance qui lui paraissait irrespirable. Il avait besoin de grand air. D'où l'appel du voyage, de l'aventure et du pèlerinage. C'est à ce moment-là. Tout ça, ce sont peut-être de bien grands mots pour exprimer surtout un besoin de liberté, un besoin de grand air, un besoin de respirer l'air du monde, n'est-ce pas? Un besoin de respirer l'air du monde, mais aussi un besoin de poser le pied partout dans le monde, car cet acte de prise de possession physique, en même temps que cet acte de prise de possession par le langage, c'est tout vous-même. Bref, comment liez-vous l'appel de la carrière diplomatique et ce besoin de partir et d'aller toujours... Et il me semble que c'est tout naturel. Du moment où je voulais partir, les possibilités matérielles qui s'offraient à moi étaient celles de la filière habituelle. Je ne voulais à aucun prix recommencer l'expérience de Rimbaud qui me semblait tenter avec des moyens insuffisants, avec des moyens beaucoup trop faibles. Je voulais aller probablement beaucoup plus loin que Rimbaud et pour ça, il me fallait une période préparatoire beaucoup plus longue. Une période préparatoire beaucoup plus longue et peut-être y avait-il aussi en vous quelqu'un qui avait besoin de prendre ses précautions. Peut-être, oui. Il y a ce côté bourgeois qui est chez moi, que je ne conteste pas, qui est incontestable. Oui, ce compagnon de Tête d'or qui est comme son ombre et qui est l'anti-Tête d'or, en somme. Celui qui le retient toujours. Enfin, malgré tout, il y a ce côté paysan, raisonnable chez moi. Il y a ce besoin d'aventure, mais il y avait aussi ce besoin, comme je vous dis, de préparer l'aventure. Et si on veut aller loin, eh ben, qui veut aller loin ménage sa monture, suivant le proverbe, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'en 1893, vous vous êtes trouvé aux États-Unis et que vous avez composé ce ballet qu'est l'Échange. C'est ça, ce quatuor, si vous voulez. Ce quatuor. Ouais. Et ces personnages de l'Échange, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Eh ben,
Je peux dire que ce personnage de Lessange est quadruple. En réalité, chacun des 4 personnages de Lessange représente un des aspects de ma personnalité virtuelle. Je suis à la fois Laine, je suis à la fois Marthe, je suis Léchiel Bernon et je suis Thomas Pollock. Oui, ce personnage de Thomas Pollock, que nous avons, du moins nous sommes nombreux à l'avoir vu, comme une caricature vraie, mais d'autant plus cruelle de l'homme d'affaires américain. Mais je vous ai entendu prendre sa défense avec une passion qui m'a touché. Oui, c'est certain que je viens de vous le dire qu'il y a des côtés en moi. Ce côté de prendre la vie au sérieux, de penser qu'il y a quelque chose à tirer de toutes les situations, eh bien, c'est assez mon point de vue. Je ne suis pas un pessimiste, je prends intérêt à l'existence et je crois qu'il y a quelque chose en effet à tirer de toutes les positions où la providence ou le destin nous a conduits. Mais ce qui paraît assez singulier et peut-être plus que singulier, absolument unique, c'est cette alliance en vous de ce qu'on pourrait appeler le côté fonctionnaire, ce respect qui n'est pas simplement dicté par la religion, ce respect du devoir d'État qui est pris avec tout le sérieux et toute la gravité nécessaire, et puis en même temps, ce côté aventureux et disons presque ce côté farfelu, n'est-ce pas? Et les 2 personnages réussissent néanmoins à cohabiter. C'est vraiment un grand mystère de la personnalité humaine que vous représentez là. Ben oui, enfin, c'est comme ça. Il est certain que je n'ai jamais aimé la bohème, ni en somme, disons, le côté où on s'expose à des échecs. J'avais des choses très importantes à réaliser et il me fallait en somme une certaine prise sur moi-même et ne pas m'abandonner à l'aventure, enfin dans le sens, dans le mauvais sens du mot. Oui. J'avais besoin de calcul. Mais pourtant intérieurement vous étiez toujours en pleine aventure, c'est-à-dire en pleine solitude. Le sort, d'un point à un autre, me promène sans aucune espèce d'égard ou de transition. Il faut que je m'arrange comme je peux de ce Brésil qui se juxtapose au Japon. La vie des autres va de son pas dans le paysage continu. La mienne suit sa ligne sur des feuilles interrompues. Et parmi les circonstances pour moi d'un seul coup qu'on déplace comme des panneaux de papier, mon âme furtivement passe entre des mondes décollés. Je vous disais tout à l'heure que dans Connaissance de l'Est, on sentait un véritable drame et que ce drame n'était pas simplement celui de la rencontre et de l'épreuve de la passion, mais un drame véritablement spirituel et qui jouait sur votre propre vocation, sur l'incertitude où vous êtes trouvé de savoir ce que vous deviez faire, car il y avait une sorte de conflit et en quelque sorte un conflit irréductible entre le besoin que vous éprouviez de vous donner tout entier à Dieu, c'est-à-dire d'embrasser la vie sacerdotale, et votre vocation de poète, ce qui vous conduisit, je crois, à Ligugé. Et là, vous me l'avez dit un jour, vous avez en somme posé directement la question de savoir ce que vous deviez faire. C'est vrai. C'est exact. Et la réponse a été aussi nette que possible, c'est-à-dire négative. Vous vous êtes senti alors comme un homme refusé. C'est ça. C'est votre propre expression. Oui. Quant à la crise proprement affective, elle est tout entière dans le drame de Partage de Midi, qui est aussi dans les 5 grandes odes, dans la première de ces 5 grandes odes, dans les Muses, et à ce moment-là d'ailleurs, la crise elle-même était résolue. Les 2 crises conjointes dont nous avons parlé tout à l'heure se sont trouvées résolues à peu près vers la même époque, l'une par votre mariage,
l'autre par une prise de conscience plus précise et plus claire du sens même de votre poésie. C'est-à-dire que, n'étant pas prêtre, vous êtes néanmoins en quelque sorte un prêtre dans l'art même d'écrire vos poèmes qui prennent tous un mouvement et un sens liturgique. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette interprétation? Oui, oui, c'est vrai. Et à partir de ce moment-là, nous voyons très bien se développer votre œuvre et prendre cet aspect proprement liturgique avec l'annonce faite à Marie, qui est la reprise d'une pièce très ancienne, La jeune fille Violaine. C'est ça. Cependant, jamais le sentiment de l'exil n'a disparu de votre âme. Cette solitude profonde, cette solitude irréductible, qui était une des données de votre nature, vous n'avez jamais perdu le sentiment de l'éprouver. Une fois de plus l'exil, l'âme toute seule une fois de plus qui remonte à son château, est le premier rayon du soleil sur la corne du Corcovado. Tant de pays derrière moi commencé sans que jamais aucune demeure s'y achève. Mon mariage est en deçà de la mer, une femme et ses enfants que j'ai eus en rêve. Tous ces yeux où j'ai lu un instant qu'ils me connaissaient, tous ces gens comme s'ils étaient vivants que j'ai fréquentés, tout cela est pareil une fois de plus à ces choses qui n'ont jamais été. Ici, je n'ai plus comme compagnie que cette augmentation de la lumière, la montagne qui fait un fond noir éternel et ces palmiers dessinés comme sur du verre. Et quand la création, après le jour sans heure, se condense une fois de plus du néant, fidèle à l'immense quai, chaque soir je vais revisiter l'océan, la mer, et ce grand campement tout autour, avec 1 million de feux qui s'allument, l'Amérique avec toutes ses montagnes dans le vent du soir, comme des nymphes couronnées de plumes. L'océan qui arrive par cette porte là-bas et qui tape contre la berge haute, sous le ciel chargé de pluie de toutes parts, ces chandelles de 50 pieds qui sautent. Mon esprit n'a pas plus de repos que la mer, c'est la même douleur démente, la même grande tache de soleil au milieu sans rien, et cette voix qui raconte et qui se lamente. Voici la contagion de la nuit qui gagne tout le ciel peu à peu, le jour après 6 jours qui fait 7, et pas un qui ne me rapproche de Dieu. Quand mes pieds connaîtront le repos, quand mon cœur aura fait alliance avec la nuit, qu'est-ce qui commence pour toujours, aussitôt que tout sera fini? Est-ce que je verrai quelque chose pour moi dans le ciel se dédoubler comme les feux qui marquent l'entrée d'un port? Ou cette étoile près de la croix du Sud qu'on appelle Alpha du Centaure? Vous aurez beau m'avoir mis près de vous pour toujours, d'une manière qui est au-dessus du sens, je ne serai pas plus sûr de vous, mon Dieu, que je ne le suis à présent. En cette heure vide où je suis avec vous, d'autre chose que de sa durée, toutes choses dont on dit qu'elles passent, je suis votre émoi qu'elles ont passé. Sans doute elles ne passent pas inutiles, elles épuisent jusqu'à la dernière strophe du poème, jusqu'à ces palmes dans le vent du soir, le spectacle de ce qui est autre chose que vous-même, ce chaos de feuilles et de fougères dans le soleil, ce séjour de ma 50e année, ce ne serait pas plus difficile rien qu'à l'œil en se fermant de l'abolir que ce ne fut de la patrie où je suis né. Ce serait ce visage, jadis aimé, qu'en essaie ce charmant sourire, que ce ne serait pas plus difficile aux yeux en se fermant d'en faire pour toujours un souvenir. Eh bien, beaucoup de ces choses se sont faites pour toujours un souvenir, pour vous. À partir de ce moment-là, votre œuvre va se développer sur des plans multiples. Ce seront les très grandes œuvres, comme Le soulier de satin que vous avez écrit et publié vers 1926, aussi en exil. C'est ce livre de Christophe Colomb, où nous trouvons, après la fameuse trilogie de l'otage, du pain dur et du père humilié, vos tout premiers thèmes, mais élargis à la mesure du monde et portés non plus par un petit nombre de personnages,
mais par une foule presque innombrable de personnages. Et sur un autre plan plus intérieur, dont nous commençons à peine à prendre connaissance, cet immense travail d'exégèse qui, durant longtemps, fut votre secret. En somme, vous croyez avoir dit adieu à la poésie maintenant? Vous n'éprouvez plus besoin de vous exprimer pas du tout. Je considère ces œuvres d'exégèse comme le sommet, au contraire, de mon développement poétique, n'est-ce pas? Parce que la Bible est un poème, et les commentaires que je lui consacre sont d'autres poèmes, hein, peut-être les plus riches d'idées et de sentiments que j'ai jamais écrits. Quelques centaines de kilomètres à peine séparent Villeneuve de Brangue, dont vous avez fait maintenant votre résidence, mais pour atteindre Brangue, que de milliers de kilomètres, nul continent où vous n'ayez vécu, nul continent où vous n'ayez médité, nul lieu du monde presque où vous n'ayez écrit. Eh bien, vous vous retrouvez maintenant à Brangue. Est-ce que Tête d'Or a fini d'errer et Tête d'Or a-t-il enfin trouvé le lieu de sa résolution et de son repos? Brangue. C'est sans doute cette syllabe de bronze, monnayée 3 fois par l'Angélus, à laquelle mon oreille, à travers ce présent qui est déjà l'avenir, était préparée. Pour que, après cette longue enquête poursuivie à travers toute la terre, j'y associe le repos de mes dernières années. Ce fleuve, à quoi la rhétorique a bien raison d'assimiler la vie humaine, j'ai maintenant position sur sa berge. Et si je suis trop loin pour qu'il m'entraîne de ce courant plein de tourbillons, du moins, tandis que j'arpente d'un pas méditatif cette terrasse ombragée d'une rangée de tilleuls vénérables, on m'a donné un autre Rhône dans le ciel pour que j'en accompagne depuis l'entrée jusqu'à la sortie la mélodie intarissable. Je parle de cette exposition raisonnable, de cette puissante ondulation de collines prosodiques, se relevant et s'abaissant comme une phrase, comme un vers de Virgile, comme une période de Bossuet, que ponctue çà et là la tache blanche d'un mur de ferme, l'humble feu maintenu à travers bien des siècles d'un groupe de foyers. Ce mouvement immobile, cette ligne en pèlerinage vers l'infini, comme elle parle à mes yeux, comme elle chante, que de souvenirs elle amène, et vers quelle promesse encore elle m'entraînerait, s'il n'y avait derrière moi ce gros château plein d'enfants et de petits-enfants qui me dit « C'est fini maintenant, voyageur, et vois la forte maison pour toujours, avec qui tu as choisi de te marier par devant le notaire. » Alors, salut étoile du soir. Il y a pour t'indiquer pensivement dans le ciel, au fond du parc, dans le coin le plus reculé de mon jardin, un long peuplier mince comme un cierge, comme un acte de foi, comme un acte d'amour. C'est là, sous un vieux mur tapissé de mousse et de capillaires, que j'ai marqué ma place. C'est là, à peine séparé de la campagne et de ses travaux, que je reposerai à côté de ce petit enfant innocent que j'ai perdu, et sur la tombe de qui je viens souvent égrener mon chapelet. Quelque temps avant sa mort, Paul Claudel avait dit à Pierre Desgroupes que les abonnements finissent toujours par expirer. De temps en temps, je reçois des avis des revues où je suis abonné, dans lesquels on m'avertit que mon abonnement va atteindre à l'expiration. Mon abonnement à la vie est dans le même cas et en effet, elle ne va pas tarder
arriver, comme on dit, à expiration. C'est un joli mot, mais enfin, qui est assez exact.